Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce line-up d'Arte au Sunnyside. Je vais vous présenter brièvement, je dirais, la philosophie qui est la nôtre, la direction éditoriale qui est la nôtre, avant que chacun des directeurs d'unité vous présente son line-up. Quelques mots avant tout ça pour vous rappeler l'engagement d'Arte dans le documentaire. Vous le savez, c'est un genre prégnant chez nous et dans, j'allais dire, tous les styles et tous les champs du documentaire. Aujourd'hui, nous consacrons 48 millions d'euros au documentaire et il occupe sur la grille linéaire 54% de la grille. Mais évidemment, il y a aussi des productions dédiées aux canaux sociaux ou à notre plateforme arte.tv. Et évidemment, le documentaire chez nous, c'est sur toutes les plateformes, de YouTube à arte.tv, en passant par la chaîne linéaire. C'est puis j'allais dire presque une donnée essentielle d'Arte aujourd'hui, que c'est un bouquet d'offres éditoriales. Au-delà de ce que vont vous présenter mes camarades, je crois qu'il y a 3 choses sur lesquelles j'aimerais insister aujourd'hui. La première, c'est qu'Arte est une chaîne à vocation européenne. Une chaîne à vocation européenne, ça veut dire quoi ? Elle l'est depuis le début par sa double dimension franco-allemande. Et ça veut dire que dans chaque projet, nous pensons à nos camarades allemands, nous intégrons l'idée qu'un public allemand va regarder le projet. Et ce léger décentrement, ce petit changement de regard qui est associé à cette démarche, transforme complètement le point de vue. Depuis que je suis arrivé chez Arte, j'en fais l'expérience quasiment chaque jour. Et je crois que ce changement de regard et cette dimension franco-allemande nous permettra, et nous permet déjà, d'être une chaîne européenne, et nous permettra plus encore demain de toucher tous les publics européens. Et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce vers quoi nous sommes engagés pour les années à venir. La deuxième chose, c'est que nous avons engagé un vaste mouvement, j'en ai parlé au début, de plateformisation de la chaîne. Nous ne sommes pas seulement une chaîne et une plateforme, nous sommes une chaîne, une plateforme et des productions digitales spécifiques aux différents canaux sociaux. Cela va de YouTube en passant par Snapchat, Instagram ou Twitch. Et nous sommes une chaîne depuis longtemps pionnière qui tente de trouver des récits documentaires nouveaux et d'inventer de nouvelles formes. Et cette plateformisation, elle passe évidemment par une relation différente avec vous, nos amis producteurs, et avec le public, avec une disponibilité plus grande, plus longue des programmes. Et ces 2 dimensions, la dimension européenne et l'influence éditoriale qu'elle a sur nous, et la dimension numérique, doivent nous conduire à revisiter à la fois les productions elles-mêmes, mais aussi les modalités de leur exposition, et donc les droits que nous souhaitons prendre. C'est une discussion que nous avons depuis longtemps, mais je voulais dire que ce mouvement, il est aujourd'hui très fortement engagé par Arte, et qu'il est voué à s'approfondir encore. Dernière chose, et troisième mouvement, Arte est depuis très longtemps, je dirais, la chaîne du regard des auteurs et des autrices, des réalisateurs et des réalisatrices. Cette obsession du récit, ce désir de donner de la liberté dans la forme et d'accompagner une vision, eh bien, nous l'avons plus que jamais. Et nous souhaitons vraiment l'inscrire au cœur de notre approche, avec l'idée aussi que probablement que les événements que nous avons traversés, que cette pandémie, que ce qu'elle a fait jouer dans la société, doit aussi interroger notre regard, interroger nos récits et donner lieu à de nouvelles formes. Et c'est bien à cela que je voudrais vous engager et vous inviter, avant que mes camarades ne vous présentent leurs différentes productions, à
une très grande inventivité dans la recherche de sens et de forme. C'est bien ça qui nous anime depuis la naissance d'Arte et qui nous animera, j'espère, pour les 30 ans à venir. Bonjour, il est toujours plaisant de revenir au Sunnyside, même si nous ne sommes pas encore à La Rochelle pour de vrai. N'empêche, c'est important d'être là. Pas seulement pour faire affaire, mais aussi pour faire communauté. Communauté entre créateurs et diffuseurs, communauté de partage et d'intérêt. C'est sans doute de cela que le documentaire, les films documentaires sont la marque. L'exigence de faire communauté, de constituer un nous qui rassemble. Et c'est ce que le très grand film d'Alice Diop, Nous, justement, raconte aussi. Multi-récompensé à la Berlinale, Grand Prix Encounter, c'est le Grand Prix du documentaire, le film dit un nous sans illusion, sans peindre la réalité en rose bisounours. Faire exister ce nous le temps d'un film avec un regard qui désire témoigner du possible, d'une réalité absente des discours sécuritaires, témoigner du lien et non brandir la peur ou ériger en règle ce qui dévise et exclut. Ce film et les films documentaires comme la manifestation d'une utopie. C'est Marqueur qui disait « Ce que j'ai voulu faire avec ce film, il parlait du Jolimet, est une sorte d'appel au contact avec les autres, qui peut donner une société, mais peut déjà donner simplement des choses qui s'appellent l'amour, l'amitié, la sympathie. » Les documentaires témoignent du réel, et justement le réel n'est pas ce que nous décrivent majoritairement les réseaux et les chaînes d'information, qui à plaisir fragmentent la société à force d'impacts émotionnels, de hurlements, font leur miel de l'opinion étrangère aux faits. Il y a un autre réel que ce flux d'images. C'est ce que nous aimerions partager justement. Ce fut une année pour le moins particulière. Pour les documentaires sur Arte, un moment de forte exposition numérique. Je pense à la série documentaire en animation de Ovidie, Libre, 10 fois 13 minutes, produite par Magnétopresse, qui a recueilli 52 millions de vidéos vues sur nos chaînes YouTube, sur Facebook, et proposées en Europe sur notre plateforme dans les 6 langues d'Arte. Flea, de Jonas Rasmussen. C'est un film documentaire de 90 minutes en animation, coproduit avec Final Cut for Real en Suède et Vivement lundi en France. Déjà multiprimé, il a reçu le Grand Prix documentaire du Festival de Sundance. Altså, hvad er det tidligste, du sådan kan huske? Vi er i Afghanistan, i Kabul. Min mor er mit hår, så ingen andre kan gøre det ligesom hende. Der er nogle ting, som jeg har svært ved at ligesom snakke om. À l'étranger maintenant, Kaboul et les attaques des Moudjahidines qui ont repris dès le départ des troupes soviétiques. Amin! Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi flygtede til Moskva. Der er rigtig meget kriminalitet, og der er politiet, kan man overhovedet ikke stole på. Og hvad er planen? Vi flygter med menneskesmugler. Jeg har vildt dårligt samvittighed, at min bror han bliver tilbage. De der menneskesmuglere, de er bare nogle møgsvin. Il est l'un de ces films où se conjuguent la pensée et l'émotion, ce qui pourrait être la marque de nos documentaires. C'est l'histoire racontée par lui-même d'un enfant afghan, obligé de fuir son pays, obligé à l'exil, un parcours épique à travers la Russie et l'Europe. Répéter que ceux qui fuient ne nous envahissent pas, le film comme d'autres nous engage. Non pas comme un tract ou un discours, mais comme un récit qu'il ne faut cesser de faire. C'est l'un de nos grands formats. Grand format, investigation, histoire, société, géopolitique, la caisse culture et bien sûr la lucarne. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans le détail de toutes les cases, mais de dire ce que nous essayons de raconter du monde. La rentrée marquera le 20e anniversaire de l'attaque des Tours Jumelles. Il ne s'agit pas d'hommage, mais avec Les Enfants du 11 septembre, coproduit avec PBS, Channel 4 et Arrow Media, réalisé par Liz Mermin, il s'agit de raconter ce que le terrorisme a fabriqué dans nos sociétés, et ici particulièrement aux USA. Le bouleversement des mentalités, le repli, l'exclusion. Regardez. The United States and our allies have prevailed. They killed Osama bin Laden. The President of the United States calls the shots. Actually, I saw a meme last night where it was like, I'm so tired of living through global historic events. I do want to live through historical events. I don't want to live through things like a pandemic or a terrorist attack, but I'm so ready to be a part of the positive change. At times I feel very worried. It's like, is this the beginning of the end for this country? And then I think about the other things that this country's been through. It's like, there's no way. And now everyone's saying like, oh, Generation Z is going to be the one who's going to change everything. But I feel like
it's almost a little bit of this is your problem now. But there's a lot of problems that are just becoming our problem now. We're not going to be stable, but we'll be fine. C'est l'histoire en tant qu'elle interroge notre présent, la marque des programmes histoire que nous proposons sur la chaîne. Il y aura aussi à l'automne Exterminer toutes les brutes, la série de 4 x 52 minutes de Raoul Peck avec HBO produite par Velvet Film. Les enjeux du monde, des réseaux et de la politique sont au cœur de propagande des nouveaux manipulateurs. Quelques images. Dans l'ombre des démagogues, des conseillers occultes ajustent leurs algorithmes, manipulent les consciences. Ils sont informaticiens, sondeurs d'opinion, experts en big data. Ils sont les ingénieurs du chaos contemporains. Un ingénieur du chaos est quelqu'un qui a importé en politique la logique des grandes plateformes Internet. Il va aller exploiter toutes les poches de colère qui se trouvent à l'intérieur de la société. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut analyser en temps réel le sentiment des gens. C'est ça le vrai changement. C'est de la pure manipulation. La France et l'Allemagne n'ont pas encore cédé, mais la vague nationaliste a déferlé sur d'autres grandes démocraties. Pour mieux cibler nos émotions, ces Machiavel du numérique s'emparent de nos données personnelles. WhatsApp est le canal idéal pour propager de la désinformation, parce que c'est crypté. En fait, c'est l'arme du crime parfait. Aujourd'hui, la socialisation politique d'une très grande partie de la population mondiale se fait sur les réseaux sociaux. Ceux-ci sont devenus la porte d'entrée de l'extrémisme, le lieu exemplaire de la polarisation du débat, de sa soumission à l'émotion et à l'opinion. Le film produit par Capa et réalisé par Alexandra Jousset et Philippe Lanier nous raconte comment et par qui l'extrême violence a infiltré le camp politique et électoral. Du Brésil à l'Inde, des États-Unis à l'Italie, quelques hommes ont organisé une conversation mondiale d'une redoutable efficacité à coups de mensonges et de vols de données, faite de haine et d'identité nationale fantasmée. C'est l'histoire de la fabrication de ce chaos politique. Ce film pourrait aussi sonner comme un avertissement pour les échéances politiques à venir. C'est dans la Castema, qui n'est pas faite pour clore les débats, mais pour interroger le monde, par des récits charpentés, un miroir réflexif en quelque sorte. Des regards qui apportent justement nuances et complexité. Nous lançons une nouvelle collection dans la case culture du mercredi soir. Elle n'a pas de titre précis, nous nous contentons pour le moment de avant-après. Et Gorge profonde, quand le porno est sorti du ghetto, un film de Agnès Poirier produit par Karina Siamed chez Hauteville Productions. Times Square à New York. C'est là que commence l'histoire de Deep Throat. Dans ce quartier arrive à l'automne 1971 Linda Borman. Elle a tout juste 21 ans. Elle a grandi auprès d'une mère austère et d'un père policier et rêve maintenant de liberté. Comme elle, Annie Sprinkle s'installe dans ce quartier de Times Square. Elle va faire là ses premiers pas dans l'industrie du sexe. I completely fell in love with The Deuce, 42nd Street and Times Square, and the lights and all the movie theaters and the Broadway shows. I had a blast. Linda arrive à Times Square avec Chuck Traynor, qu'elle vient tout juste d'épouser. Elle s'est laissée séduire par cet homme qui possède une boîte de nuit. Chuck en est maintenant convaincu, c'est Linda et le sexe qui vont lui permettre de gagner sa vie. Il paraît que des films se tournent clandestinement. L'idée est de proposer aux spectateurs des documentaires qui témoignent d'un bouleversement culturel à partir d'une œuvre qui brise des lignes, des limites établies. Il y a un avant et un après Gorge profonde. Depuis, le porno est devenu la plus importante industrie d'image du monde après le jeu vidéo. Mais il y aura aussi par exemple Sweet Sweetback's Badass Song autour du film de Melvin Van Peebles qui marque la naissance d'un cinéma noir indépendant aux États-Unis. Nous continuons pour une nouvelle saison la collection Les Romans du Scandale avec bientôt les liaisons scandaleuses autour des liaisons dangereuses ou encore Queer Orlando, une relecture d'Orlando de Virginia Woolf par Paul Preciado qui réalisera ici son premier film. Pour finir, ce portrait éclaté des propositions de l'unité, notre actualité. La vie en face, 17 films de société proposés au public depuis le 4 juin sur arte.tv et depuis le 16 juin sur notre antenne. Tous disponibles sur notre plateforme et nos chaînes YouTube pendant 3 mois au minimum.
Le temps des documentaires, c'est aussi le temps de faire vivre ces films sur les différents vecteurs de la plateforme Arte. Le temps de raconter notre société la plus proche à travers des vies singulières, des points de vue multiples. Regardez. Voilà, je vais juste... Donc, je regarde la caméra ? Une collection de documentaires pour parler des gens, de nous, de vous, d'eux. La vraie question, et maintenant, on fait quoi ? Enfin, même quand t'as 12 ans, t'en es conscient, un jour ou l'autre dans ta vie, tu vas faire l'amour pour avoir des enfants ou pas. Et tu te dis, ok, bah autant m'y mettre, parce que de toute façon, tout le monde le fait, tout le monde en parle. Donc, moi aussi, il va falloir que je le fasse. Ok, ça va pas être très agréable et tout. Et en fait, là, je me rends compte en le disant, à cet âge-là, quand j'avais 13-14 ans, je le percevais comme quelque chose de pas agréable, mais vraiment comme t'appréhendes ta visite chez le dentiste, quoi. Et pourtant, tu sais que tu vas devoir le faire. Et genre, ça te stresse, t'as pas envie. Et c'était hors de question que je traîne avec les cassos qui, elles, on savait très bien qu'elles n'allaient pas coucher ou avoir de copains avant leurs 19 ans. Donc, bah non, il fallait prendre le bon wagon, tu vois. Je finirai en disant que nous sommes enchantés par le nombre considérable de films courts documentaires reçus pour le concours Et pourtant il tourne, destinés aux réalisatrices. Nous avons reçu plus de 800 propositions. C'est dire si la nécessité était grande. 25 d'entre ces films, environ, seront achetés pour la plateforme et l'antenne linéaire, choisis par un jury indépendant, sous l'égide de Pénélope Bagieux au mois de septembre. Je vous remercie beaucoup, comme je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous apportent leurs projets et leurs films, pour constituer l'offre documentaire singulière proposée aux spectateurs sur tous nos réseaux de diffusion, en France, en Allemagne et en Europe. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Encore un Sunnyside par écran interposé, vivement le moment où nous pourrons tous nous retrouver. Hashtag Storytelling Matters, ou plutôt hashtag C'est le récit qui compte. Le pitch du Sunnyside cette année résume en quelques mots ce qui guide notre travail au quotidien. Faire émerger les histoires qui interrogent, qui engagent, qui émeuvent. Mais aussi celles qui nous permettent de lire, de comprendre le présent, d'en saisir les enjeux. Et ces derniers temps ont démontré à quel point la culture, l'art, les arts, la création s'inscrivent dans les enjeux de notre réel, dans le respect de la diversité, dans les défis du monde de demain, dans l'importance de définir des pratiques partagées par tous. Je souhaite évoquer aujourd'hui avec vous quelques coproductions récentes de l'unité Art et Spectacle qui abordent ces questions sous différentes formes de récits et qui s'adressent à des publics différents selon les usages. Je vous rappelle que nous cherchons des projets singuliers avec, le cas échéant, un potentiel visuel prometteur avec un fort point de vue d'auteur et évidemment, quelle que soit l'antenne ou la plateforme de destination, une vraie force narrative. Comme premier exemple d'un récit passionnant, je souhaite revenir sur le documentaire Alice Guy, l'inconnu du 7e art. S'il fallait un exemple emblématique de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, le cas d'Alice Guy s'impose. Les réalisatrices Nathalie Masduro et Valérie Eurea se sont appuyées sur l'idée originale et les dessins de Cathal Müller, ainsi que sur les mémoires d'Alice Guy, pour dresser un portrait sous forme d'un récit inspirant. Car cette Française n'est rien de moins que la première femme réalisatrice et productrice de l'histoire. C'est même à elle que l'on devrait l'invention de la fiction. Louée par Eisenstein et Hitchcock, cette pionnière a pourtant été littéralement effacée par les historiens du cinéma, et cela de son vivant. Aujourd'hui, cet effacement est perçu par de nombreuses jeunes femmes cinéastes à travers le monde comme le symbole d'un milieu de cinéma encore majoritairement masculin. Voici quelques images. Sur ces images, c'est elle, Alice Guy. Insouciante, gaie et rieuse, elle a 22 ans et ignore tout du merveilleux et tragique destin qui l'attend. Première femme derrière la caméra, première réalisatrice et productrice de films de fiction, la curiosité, l'inventivité, le regard particulier d'Alice Guy sur le monde ont façonné les débuts du 7e art. Pourtant, son nom a été rayé de l'histoire du cinéma. Je crois qu'il y a une erreur dans l'histoire du cinéma. Oui, malheureusement. Son œuvre, considérable, est longtemps restée introuvable. Plus de 500 films perdus, détruits ou attribués aux hommes de son entourage qui ont souvent laissé faire. Oh, ils m'ont fait des crasses. Vous avez encore des films que vous avez tournés? Vous en possédez encore? Malheureusement, on n'en retrouve pas. On n'en retrouve pas? Non, mais moi je les retrouverai. Un récit tout aussi prenant, mais sous une forme radicalement différente,
B-Boys et B-Girls Africa. En 7 x 8 minutes, cette web-série documentaire signée Marc-Aurèle Vecchione et produite par Temps Noir et Résistance Film rencontre sur le terrain et souvent dans un quotidien difficile les stars actuelles du breakdance du continent africain. Car depuis l'entrée fracassante des Sud-Africains sur la scène du Battle of the Year en 1997, jusqu'au couronnement du Marocain Lil Zou au championnat du monde en 2018, le breakdance n'a cessé de se développer en Afrique. Ces B-Boys et B-Girls nous dévoilent leurs mécanismes, les styles et les influences multiples qui les ont portés. À travers les histoires se dessinent les luttes et les aspirations de plusieurs générations de danseurs. Je souhaite également évoquer le documentaire Hervé Guibert, La mort propagande, écrit par Martine Saada et David Teboul et produit par WhatsApp Film. 30 ans après la mort d'Hervé Guibert, ce film est le roman photo de sa vie, de son univers, de ses proches, à la manière d'une célébration chronique dans laquelle on le suit, tour à tour journaliste, romancier, scénariste, photographe, mais toujours profondément ancré dans son époque, en proie à la pandémie du sida. David Teboul réalise un film sans interview où seule la littérature de Guibert, lue par l'acteur Nicolas Maury, donne à entendre la vie et l'œuvre de l'écrivain. Parce que Hervé Guibert a été au centre de son œuvre, il est au centre de ce film, lui qui aura témoigné par son corps d'une génération, la génération sida. Un récit bouleversant qui fixe la puissance de l'artiste et la fragilité du corps. Un extrait. Moi, je dirais pas que c'est des règlements de compte, je dirais plutôt que c'est des épreuves comme ça que je tends à mes proches, à ceux que j'aime, à mes personnages, parce qu'en même temps, bon, ces personnages, ils sont là de bout en bout de mes livres. Musil Foucault, qu'on l'appelle Musil ou Foucault. Le personnage de Marine, elle est apparue dès mon premier livre. C'était un personnage qui, à l'époque, n'était qu'une initiale, I. Tous ces personnages, que ce soit Jules, Berthe, ils sont là dans tous mes livres. C'est les personnages de ma vie. On a l'impression que ça va faire des dégâts terribles. J'en ai souvent très peur. Et puis finalement, c'est un maillon qui consolide aussi l'amitié, la confiance et la tendresse. Avec la web-série Dead Zone, nous mixons le genre urbex avec notre engagement pour imaginer un monde vivable. Dead Zone trace la route des blessures causées à la Terre par l'industrialisation. Après Urbex Rouge, sur les traces du communisme, Dead Zone suit des personnages passionnés, inattendus, qui embarquent le spectateur dans des zones à la beauté vénéneuse, abîmées par l'homme. La réalisatrice Anne-Lise Carlo est en train de tourner en Allemagne, où elle suit Tom Hagen, photographe des pollutions industrielles. Celui-ci photographie les mines de charbon de Garzweiler qui alimentent les 5 centrales électriques de Rhénanie. Les excavatrices rasent les villages aux alentours pour gagner encore du terrain et dégueulent chaque jour un charbon bon marché. Ici, c'est la plus grande zone d'émission de CO2 d'Europe. Et cela va continuer au moins jusqu'en 2038. Autre exemple d'une forme de récit original qui aborde à la fois la création et les enjeux de notre époque, Artjacking, un format récurrent qui explore l'héritage des toiles classiques dans l'art contemporain. Produite par Kepler 33, une première saison de 10 épisodes de 5 minutes chacun, écrite par Magali Leman et Rebecca Manzoli, et réalisée par Aurélie Paulet et Gustavo Amenara, permet à la fois de revisiter les classiques et de pénétrer les mystères de la création contemporaine. De Manet à Claire Fontaine, de Courbet à Ian Paiming, de Monet à Brigitte Riley, de Mondrian à Sylvie Fleury, Artjacking est un voyage à la fois fouillé et ludique dans l'histoire de l'art contemporain. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse découvrir un extrait d'Artjacking. Quel est le point commun entre ça et ça? Réponse, le radeau de la Méduse ou l'art de la survie. C'est ce sur quoi Clarisse Griffon du Bellay insiste. Les corps en bois découpés et décharnés de son installation évoquent le cannibalisme qui a permis aux 16 rescapés de rester en vie. Et Clarisse Griffon du Bellay en sait quelque chose puisqu'elle est la descendante directe d'un des naufragés. De l'ingestion à l'indigestion, il n'y a qu'un pas. En 1974, un collectif de peintres contestataires convoque le radeau de Jéricho pour alerter sur le naufrage général, celui de la société de consommation. Océan de frites, radeau côtelettes, mer de bouteilles. C'est la grande bouffe, mais en peinture. Et le radeau devient outil de revendication politique.
Bonjour, comme vous le savez, Arte est aujourd'hui un bouquet d'offres éditoriales s'adressant à l'ensemble des publics, à l'antenne bien sûr, sur arte.tv naturellement, mais aussi sur les plateformes sociales et on le verra également par le recours à des écritures immersives et des formes particulièrement innovantes. Face à l'évolution massive des usages et pour être en contact avec les audiences, au-delà des téléspectateurs de l'antenne linéaire, nous pensons les récits en fonction des différents supports et plateformes. Le fil rouge du Sunnyside 2021 est ainsi une conviction profonde, Storytelling Matters. Le récit permet de décrypter le monde qui nous entoure, notamment à travers les écritures numériques. Par ailleurs, la capacité à proposer des récits adaptés aux différents supports permet également de concrétiser notre mission de service public et notamment de passerelle générationnelle. Premier exemple, le podcast qui enrichit l'offre documentaire depuis plusieurs années. Arte Radio le fait depuis 2002 et la série documentaire de Seham Bouttata, La Cité des Hommes, le confirme. Seham Bouttata a grandi dans une cité du 20e arrondissement de Paris. Véritable ville dans la ville, des habitants de toutes origines y partagent un territoire commun où le respect, l'entraide, l'ouverture d'esprit et l'amitié sont des qualités nécessaires pour le bien vivre ensemble. 20 ans plus tard, Seham retrouve ses anciens voisins et camarades d'école pour qu'ils racontent leur cité et tissent ainsi un récit choral de la masculinité dans un quartier populaire à travers une approche qui renouvelle la narration du réel. Cette série documentaire sera en ligne à partir du 8 juillet. Cité, ça a ce côté fermé aussi. Ça a ce côté, quand on est dans une cité, on est dans un endroit clos. C'est un endroit, mais ça vit. C'est quelque chose qui protège, mais c'est en même temps quelque chose dans lequel on est exposé. D'un côté, c'est la jungle, mais d'un côté, c'est le refuge. Il y a un peu tout ça, quoi. De nous-mêmes, on se fermait du monde extérieur. On sortait rarement de la cité. Les moments où on sortait ensemble, quand on prenait le métro, c'était toujours des expéditions, c'était loin, quoi. Et quand on sortait ensemble, on devait être des caricatures de petits jeunes de cité qui sortaient, qui ne savaient pas se tenir parce qu'ils voyaient plein de trucs de nouveaux, les gens vivre normalement dans Paris, qui ne nous ressemblaient pas et à qui on ne ressemblait pas. Mais pour nous, c'était des gens comme à la télévision. C'était des milieux qui ne se mélangent pas finalement. Autre mode narratif renouvelant les écritures, le jeu vidéo, qui permet d'aller à la rencontre de nouveaux publics, mais aussi de faire émerger les formes nouvelles qui interrogent et engagent. Prévu pour fin 2021, début 2022, Inua est un jeu vidéo d'aventure narrative pour console, mobile et ordinateur, inspiré de la mythologie inuite, coécrit par une auteure inuite. Le scénario original d'Inua est basé sur l'histoire de l'expédition Franklin, une véritable expédition historique du 19e siècle ayant pour but d'explorer l'Arctique. Coproduit par ICO et The Pixel Hunt, Inua offre ainsi un jeu inspiré du réel à la croisée de l'enquête journalistique, de la quête métaphysique et du conte initiatique. Les modes de narration innovants offrent également de nouveaux axes pour aborder différemment les sujets de société. C'est le cas avec l'expérience documentaire en réalité virtuelle 38 minutes qui sortira dans les prochains mois. Le pitch en quelques mots. Nous sommes le 13 janvier 2018 à Hawaï. TV, radio et SMS donnent le message suivant. Menace de missiles balistiques sur Hawaï. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Ceci n'est pas un exercice. Fin du message. Beaucoup paniquent, cherchent un abri ou se préparent à mourir. Les systèmes de communication s'effondrent. Le chaos est total. 38 minutes plus tard, l'alerte sera démentie. Coproduit par Atlas V, Archer's Mark et Game for Change, également en collaboration avec l'université de Princeton, ce programme remet la menace nucléaire en débat. Autre projet particulièrement innovant, la série documentaire Fortune. L'argent, les billets, la monnaie n'ont intrinsèquement aucune valeur, si ce n'est celle que nous acceptons de leur accorder collectivement. Pourtant, force est de constater que l'argent régit nos vies.
Fortune se propose d'explorer de manière moderne et pop le pouvoir de l'argent, sa psychologie et la dimension artificielle et arbitraire de notre système économique. Coproduit par Atlas V, prévu pour début 2022, ce programme explore en animation notre rapport à la richesse à travers des histoires étonnantes. La forme de cette série documentaire est totalement nouvelle. En effet, Fortune est à découvrir dans votre environnement réel, via votre smartphone, en utilisant des filtres de réalité augmentée. Avec ce projet, notre objectif est d'aller là où les publics se trouvent, en particulier les plus jeunes, c'est-à-dire sur les smartphones. Il s'agit aussi pour nous d'utiliser de façon inédite les outils des réseaux sociaux, en l'occurrence les filtres de réalité augmentée, pour y proposer une nouvelle forme documentaire. Notre présence sur les médias sociaux ou les plateformes vidéo comme YouTube a également fortement progressé depuis plusieurs années, rapprochant ainsi le documentaire de nouvelles audiences particulièrement intéressées par ses écritures. Ainsi, vous connaissez les séries documentaires numériques d'Arte. J'ai pu les évoquer avec vous lors des précédentes éditions du Sunnyside. Je souhaitais aujourd'hui vous présenter un programme unitaire, Crayon au point, un documentaire de 25 minutes pensé spécifiquement pour Arte.tv et YouTube. Coproduit par Gédéon, ce programme explore le monde de la BD arabe à travers les rencontres croisées de 4 talentueuses autrices engagées, venant du Liban, de la Tunisie, du Maroc ou encore d'Égypte. Elles ont toutes choisi la BD comme moyen d'expression pour faire entendre leur voix 10 ans après le printemps arabe. Ce programme sera disponible sur nos offres numériques dès le mois d'août. En voici quelques images. Il y a pas mal de femmes arabes qui font de la BD et je pense que lui, c'est assez particulier, surtout par rapport à la population de la bande dessinée. C'est plutôt traditionnellement un travail d'homme. بالنسبه لي باش نديروا واحد الرسمه مزيانه خصها تخرج من الروح ديال الارتيست خاصو ما يكونش انا كيجيني الارتيست خاصو يكون حتى هو حر. Nous allons proposer d'autres programmes unitaires dans les prochains mois. Podcasts, jeux vidéo ou réalité virtuelle ou augmentée, sans oublier le documentaire unitaire pensé pour les plateformes numériques, Storytelling Matters. Toute forme pertinente est importante pour nous afin de faire émerger des histoires qui interrogent, afin de renouveler les écritures et donner un accès encore plus large à l'offre documentaire, en particulier aux plus jeunes. Ces nouvelles formes créatives sont ainsi particulièrement adaptées pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et envisager le monde de demain. Je vous remercie, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. La science sur Arte est plus que jamais exposée et décryptée, sur notre antenne linéaire comme sur notre plateforme arte.tv et sur nos chaînes YouTube. Dans un monde de plus en plus complexe et menacé, où s'exprime aujourd'hui une certaine défiance vis-à-vis de la science, nous sommes d'autant plus engagés à informer et sensibiliser le public en proposant des éclairages inédits sur les grandes avancées de la recherche et les grandes découvertes scientifiques dans les champs les plus divers. Documentaires ou investigations, nos films s'attachent à raconter la science en marche, au plus près des chercheurs, montrant la science pour ce qu'elle est, le produit de la patience, de la détermination, de l'imagination et de la coopération d'hommes et de femmes passionnés. Dès l'annonce de la pandémie mondiale, début 2020, très vite il est apparu qu'il serait impossible d'éradiquer le virus sans l'aide d'un vaccin. Si nous pensons voir enfin le bout du tunnel aujourd'hui, du moins l'espérons-nous tous, c'est parce que la course contre le virus est peut-être en train d'être gagnée, celle des campagnes de vaccination rendues possibles par des vaccins mis au point en un temps record. Tourné sur près de 15 mois aux côtés de 5 équipes de chercheurs qui ont ouvert les portes de leur laboratoire, le documentaire Covid-19, la course au vaccin, nous plonge au cœur d'une des plus grandes épopées scientifiques de notre temps. Entre avancées spectaculaires et échecs décourageants, le film nous offre un point de vue unique et privilégié sur les activités de recherche de ces scientifiques qui permettent aujourd'hui de vacciner contre la Covid-19. Un grand documentaire de 90 minutes que nous diffuserons en juillet. In different corners of the globe, a small band of scientists had for years been preparing for this moment. We knew it was going to happen, it was just a question of when. A virus can get from one corner of the world all the way to the other side of the world
in less than 24 hours. Tasked with the seemingly impossible, What's happening? Got all the bloods, eh? suddenly the fate of the world was in their hands. Fears are growing that it won't be possible to stop the global spread of coronavirus. COVID-19 is our absolute worst nightmare. Vaccines have saved more lives than just about any other public health intervention in history. Vaccines are absolutely mission critical in taking care of the pandemic. You are so focused on what you have to do. You do not think about anything but how to get it done. The workload and just the intensity of it, there's just so much pressure to get everything right. There have been sacrifices along the way. Si la crise sanitaire mondiale nous préoccupe au premier plan aujourd'hui, l'urgence climatique et environnementale est une menace plus globale encore, puisqu'elle met en péril le monde vivant dans son ensemble et les générations à venir. On le sait, il y a là aussi extrême urgence à agir, à mettre en place des solutions drastiques, et pourtant, un fossé sépare ce que nous savons concrètement des risques d'effondrement liés au changement climatique et notre capacité à opérer d'urgence la mue collective que la situation réclame. Qu'est-ce qui explique notre inertie collective face à l'urgence climatique et environnementale ? Notre documentaire « Changement climatique, le syndrome de l'autruche » propose de décrypter les mécanismes comportementaux au cœur de notre cerveau qui expliquent cette forme de schizophrénie collective. Les dernières avancées en neurosciences et en psychologie comportementale révèlent et éclairent de façon édifiante nos biais cognitifs, les contradictions et les peurs qui nous habitent quand il s'agit de changer nos habitudes de vie. Des révélations qui nous aideront peut-être à prendre le recul nécessaire sur nous-mêmes pour surmonter ces biais inhérents à notre nature humaine. What makes people accept the evidence for climate change, or what makes them reject that evidence? Je peux me dire pourquoi moi, pas lui, pourquoi lui, pas lui. On dilue la responsabilité sur le groupe. Si personne ne fait rien, je peux m'innocenter. What we're generally finding is that people aren't very consistent across their lifestyle. We simply put our head in the ground. And so the question is why? Why are we resistant to warnings? What I'm interested in is kind of trying to better understand what is the protective mechanism that lets us reject unwanted information so rapidly, so automatically. We use computational tools to try and understand the mind. We use experimental methods to test our hypotheses. Nous vivons aujourd'hui une période charnière pour notre planète. Notre connaissance de l'état de la planète est devenue à la fois si détaillée et si étendue que nous mesurons de plus en plus les menaces et les dégradations qui pèsent sur elle. Un changement de paradigme semble ainsi s'opérer aujourd'hui. Comment cette connaissance et cette plus grande prise de conscience de notre impact sur la nature sont-elles en train de changer notre manière d'habiter la Terre ? L'homme et la nature, un nouveau départ est une série en 3 parties qui, à travers des actions concrètes et des exemples emblématiques, passés et présents, propose de porter un regard neuf sur notre relation à la nature, notre place au sein du vivant et comment nous pouvons commencer à rétablir l'équilibre de la vie sur Terre. De même que la conservation et la préservation de la nature est au centre de nos préoccupations, la question de la conservation du patrimoine culturel et humain continue aussi d'être au cœur de nos grands documentaires d'histoire et d'archéologie du samedi soir. En septembre, nous diffuserons Trésors de Mésopotamie, des archéologues face à Daesh. Lorsque les troupes de l'État islamique ont décidé de faire disparaître les origines sumériennes de notre civilisation, un écrivain irakien, Jawad Bashara, en exil depuis plus de 30 ans, décide alors de revenir au pays pour agir. Allant d'un site archéologique à l'autre, il refait pour nous le chemin qui a fait rentrer l'homme dans l'histoire il y a plus de 5000 ans. Sumer, Babylone, l'épopée de Gilgamesh, le rebelle Nemrod et la légendaire tour de Babel. Tous ces noms résonnent encore aujourd'hui et incarnent la Mésopotamie, le pays entre les fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Ce patrimoine exceptionnel, encore largement méconnu, s'est rappelé à nous par la folie de Daesh,
qui depuis 2014 procède à la destruction et au vol systématique du patrimoine de l'humanité. Les principaux sites de la Mésopotamie du Nord sont rasés de la carte archéologique. Les images des exactions ont fait le tour du monde. Elles ont convaincu Jawad Bashara, écrivain et journaliste irakien, exilé en France sous la dictature de Saddam Hussein, de rentrer dans son pays pour agir. Grâce aux nouvelles technologies, il espère sauvegarder ce qui existe encore et restituer ce qui a été détruit. Il sollicitera l'aide des gardiens de sites, comme celle de simples citoyens, s'entourera d'archéologues et de scientifiques venus du monde entier pour réaliser les modélisations des monuments et objets qui ont fait la grandeur de cette civilisation. Une véritable arche de Noé numérique. Et pour terminer, quelques images de notre documentaire sur l'histoire des trésors du Louvre, ou comment 10 œuvres d'art parmi les plus iconiques nous racontent l'aventure des collections qui ornent aujourd'hui les galeries du Louvre, éclairant par là même les circonstances historiques de l'arrivée de chacune d'elles au musée. Ces œuvres ont-elles été achetées, offertes, confisquées? Sont-elles devenues un bien national à la Révolution ou encore sont-elles le fruit de conquêtes? Un documentaire qui nous permet de redécouvrir des œuvres emblématiques en nous offrant une façon inédite d'approcher notre histoire collective. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour, je suis Florence Sala. Je suis en charge depuis presque 2 mois des ventes internationales d'Arte Distribution et du marketing d'Arte France Développement. Après un parcours dans la production indépendante de documentaires et au sein des filiales internationales du groupe Canal+. Je me réjouis aujourd'hui de cette prise de parole d'Arte Distribution qui, comme vous le savez, est le bras armé d'Arte pour les ventes internationales de documentaires. Et c'est grâce à vous, les producteurs et les diffuseurs, que chaque année, nous faisons voyager des centaines de documentaires sur les chaînes et plateformes des 5 continents. Nous nous appuyons bien sûr sur le rayonnement du label Arte et l'excellence de nos documentaires, mais aussi sur notre expertise des marchés, notre regard des tendances et nos relations privilégiées avec les diffuseurs du monde entier pour proposer des programmes qui leur correspondent, adaptés à leurs besoins et à leurs usages. Tout cela est rendu possible en synergie avec Arte France grâce à la passion et l'implication de nos équipes d'experts. Une sélection de programmes orchestrés par Alec Herman, une équipe de vendeuses internationales aguerries et le savoir-faire technique d'Arte Studio. Le catalogue d'Arte Distribution réunit plus de 4000 heures de documentaires d'exception dans des thématiques diverses, histoire, société, sciences, découvertes, animalier et les arts et la culture sous toutes leurs formes. Nous l'enrichissons chaque année par 60 programmes inédits. Ces films nous sont confiés par près de 150 sociétés de production avec qui nous travaillons main dans la main. Nous accompagnons les producteurs dès la genèse des programmes, étudions la meilleure stratégie pour positionner les films sur les marchés internationaux et trouver des préfinancements. Arte Distribution est présente sur tous les marchés, tous les festivals pour amener vos films encore plus loin. Et maintenant, notre line-up en images.